l'Ukraine par Moscou dure depuis plus d'1 an. Ni Kiev ni Moscou ne sont prêts à s'asseoir à la table des négociations. Le Kremlin affirme que l'opération spéciale se poursuivra jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Les dirigeants ukrainiens estiment que le dialogue n'est pas possible tant que ces troupes d'occupation se trouvent sur le territoire ukrainien. Est-ce que la diplomatie ne devrait-elle pas entrer en jeu pour une issue favorable à la paix? Moi, je pense que oui, la diplomatie devrait entrer en jeu, mais quels sont les acteurs qui mettent en mouvement cette diplomatie-là? C'est ce qui m'intéresse ici. Et l'idéologie ambiante à l'intérieur qui anime ces diplomates-là, c'est ce qui est intéressant. Et quand vous analysez le parterre des diplomates qui ont prégnance sur ce conflit-là, vous conviendrez avec moi qu'il y a naturellement lieu de protéger en quelque sorte les intérêts de chaque position qu'ils prendraient. Soit ils vont protéger les intérêts de l'État d'appartenance, ils vont protéger la relation, même dans un système de négociation, ils vont essayer de protéger d'abord la relation privilégiée, comme ils aiment bien le dire, en termes diplomatiques qu'ils entretiennent avec soit la Russie, soit l'Ukraine. Et quand vous regardez ici la relation privilégiée justement que l'Ukraine entretient avec les États de l'Union européenne et en particulier les États-Unis, vous convenez avec moi que les diplomates de cet espace-là constitué ne peuvent que tenir un discours de belligérant. À ce moment-là, la diplomatie n'est plus menée dans l'optique de ramener la paix, mais dans l'optique de conforter la volonté de puissance d'une institution comme l'Union européenne ou les États-Unis, j'en passe. C'est pourquoi, dans sa sortie médiatique, le président Poutine a rappelé de fort belle manière que lui n'est aucunement offusqué de se rapprocher des États-Unis pour réactualiser leurs relations en termes de recherche de la paix, mais c'est que ce qui pose véritablement problème, c'est l'attitude impérialiste des États-Unis et qui ne s'en gêne pas. Et donc, vous convenez avec moi que si les esprits des diplomates de ces espaces-là sont animés par cette mentalité-là, la diplomatie prend un coup. Et c'est Clausewitz qui nous rappelait de fort belle manière que la guerre n'est que le prolongement de la politique, mais qui se pratique d'une autre façon. Et donc, les diplomates aussi, ils ont conscience de ce que la guerre est une continuation de leur politique et la continuation, n'est-ce pas, de la prégnance de leur intérêt en termes d'atteindre un objectif bien précis. Et donc, la diplomatie, ou alors, ce n'est pas la diplomatie le problème, c'est les diplomates qui font cette diplomatie qui devient le problème à ce moment-là. Et l'idéologie ambiante de l'espace géographique dans lequel ils exercent cette diplomatie-là. Vous convenez avec moi que si cette diplomatie voulue et souhaitée par l'ensemble de la planète ne trouve pas satisfaction auprès de ces diplomates-là qui conservent les intérêts, ne peut aucunement apporter la paix. Elle ne va que nourrir la guerre. Vous avez les déclarations du diplomate de l'Union européenne Borrell, vous avez l'ancien Premier ministre belge Charles Michel qui tient des propos quelque peu déplacés, qui ne concourent pas à ramener la paix en quelque sorte. Vous avez les déclarations au niveau des États-Unis qui, les militaires sont devenus des diplomates. C'est le ministère de la Défense qui gère, n'est-ce pas, la communication des événements qui se déroulent au niveau de l'Ukraine. Vous avez toujours le secrétaire d'État à la Défense qui vient porter un discours, qui se déplace au niveau de l'Ukraine pour, n'est-ce pas, raviver les troupes un peu menacées parce que vous avez souvenance que sur ce territoire-là, il y a eu l'hiver frappe fort et donc il faut, n'est-ce pas, c'est pourquoi on parlait de l'aide militaire qui doit arriver sous peu. C'est pourquoi ils ne peuvent aucunement réfléchir à utiliser justement l'aide humanitaire, entre guillemets, pour à la recherche de la paix véritable. Le président Poutine, sans vouloir le défendre, s'est assis
quelquefois à la table de négociation avec l'Ukraine, mais ça capotait et c'était chapeauté par la Turquie. Et donc, la diplomatie, je pense, de mon point de vue, a fait ce qu'elle pouvait faire en début du conflit pour stopper ces velléités hostiles à l'émergence d'une humanité saine. Mais sauf que l'idéologie qui anime l'humanité aujourd'hui n'est qu'une idéologie belliqueuse. Au sein des Nations Unies, on ne peut aucunement manifester la diplomatie là-bas en quête d'une quelconque paix, parce que c'est la position des forts qui domine. Vous avez des décisions ou bien les résolutions qui sont bloquées par un membre permanent qui a droit de veto. Et donc, c'est la position des forts qui domine. Naturellement, la paix en pâtit et la guerre gagne. La guerre a pris le dessus sur la quête de la paix, bien que le monde aujourd'hui, le discours, c'est la recherche de la paix. Récemment, une délégation africaine menée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendue à Kiev, puis à Saint-Pétersbourg pour proposer une médiation de paix. Mais le président Poutine estime qu'un cessez-le-feu serait difficile à mettre en œuvre dans l'immédiat. Que voudrait le président Poutine? La paix ou le prolongement de la guerre? En tant que leader d'un pays qui jadis était considéré non pas en des termes un peu plus respectueux, je considère que l'objectif qu'il a écarté en énonçant son propos permet de dire aujourd'hui la perception du russe a quelque peu changé dans le monde. Aujourd'hui, on ne regarde plus le russe en des termes utilisés dans les années 1990, c'est-à-dire au niveau de la paix, je crois que c'est la perestroïka de Gorbatchev. Aujourd'hui, l'État russe n'est point marginalisé comme on a voulu nous faire croire. Son influence internationale s'est plutôt agrandie. Il a conforté l'idée selon laquelle le multilatéralisme est une opportunité. Et c'est pourquoi le déploiement des États au niveau, par exemple, du Moyen-Orient, de l'Afrique, permet de dire qu'aujourd'hui, la Russie apporte quelque chose à l'humanité et il faut faire avec. Maintenant, le président Cyril Ramaphosa qui se déplace avec un parterre de chefs d'État au niveau de Saint-Pétersbourg pour solliciter de leurs homologues une discussion diplomatique, comme on parlait dans la précédente question, mais une discussion qui rencontre les oreilles des sourds. Ils n'entendent pas ce discours-là parce qu'ils sont arc-boutés sur leur position d'objectifs à atteindre. C'est pourquoi le discours du président Cyril Ramaphosa et de ses confrères rencontre des hostilités des deux parts, bien que au niveau de la Russie, ce discours de réfutation est quelque peu policé en des termes qu'il est impossible de discuter à l'heure actuelle. Donc, c'est un discours policé. Mais au niveau de l'Ukraine, vous allez constater que les diplomates, on parlait tantôt d'eux, les diplomates russes, non pas russes, mais ukrainiens, ont émis l'idée selon laquelle le continent africain, je dis bien continent africain, avec son parterre de chefs d'État, n'a aucune influence sur la scène internationale. Et donc on ne saurait, de mon point de vue, apporter une quelconque résolution qui tiendrait la route de résolution de conflits entre les deux États, des États qui se considèrent aujourd'hui comme étant des puissants. Derrière, on a les États-Unis au niveau de l'Ukraine, l'Union européenne qui embarque le pas. Au niveau de la Russie, vous avez la Chine. Et comment est-ce que des États colonisés, pour les diplomates russes, se permettent, en l'outrecuidance, de venir proposer quelque chose à cette communauté-là en termes de sortie de paix. Donc, il est fort dommageable de constater que les dirigeants, les diplomates qui doivent négocier la paix, se confortent à dire qu'on doit rejeter la paix qui vient de la voie de l'Afrique. Mais ce n'est pas sans dire que les pays africains n'ont pas voulu cette étiquette qu'on leur colle aujourd'hui parce qu'ils ont travaillé à arriver à
à ce constat dommageable, dans la mesure où l'unité politique du continent africain qui permettrait, n'est-ce pas, d'avoir cette influence-là sur la scène internationale, ne trouve pas satisfaction déjà sur le continent en soi. C'est chaque président qui se rend en Ukraine pour solliciter la paix. C'est chaque président qui se rend en Ukraine pour solliciter la paix. Or, si l'unité d'une voix, en termes d'unité politique, au niveau du continent africain, se faisait entendre au niveau international, à ce moment-là, les décisions émises au niveau de l'Union africaine, comme sa dénomination aimerait se faire entendre au niveau international, alors là, on aurait quelque chose de concret. Mais à l'heure actuelle, où chaque président essaye de téléphoner le président soit russe, soit ukrainien, pour demander simplement de discuter de ce conflit, il est fort regrettable de constater que cela ne porte aucun fruit dans la mesure où ils sont fragilisés par leur propre volonté. C'est pourquoi, grâce à votre chaîne, je porte ma voix à l'endroit de nos dirigeants pour dire tout simplement que si on se fait nous-mêmes harakiri, on ne doit aucunement s'offusquer quand, par exemple, un dirigeant ukrainien constate qu'on n'a aucune influence sur un quelconque conflit dans le monde. Des gens, on voit sur le continent africain qui n'ont aucune influence sur le conflit en RCA, au Congo, au Mali, et j'en passe. Et donc, on ne peut aucunement s'offusquer de ce constat-là. On constate et on prend fait et cause et pour dire que c'est l'unité politique qui donnera une influence à la voix africaine. Une opportunité se présente. Selon le maire de Kiev, l'Ukraine a manqué de leadership au début du conflit avec la Russie. Est-ce que c'est un désaveu de la politique du président Zelensky? Désaveu, je dirais que c'est un homme politique. Il critique l'action gouvernementale de son président, et ce qui est intéressant, c'est le mouvement de la démocratie, comme si on est dans le contexte occidental, on dira. Mais le management, on a eu à entendre que le management des fonds alloués à la riposte ukrainienne face à l'agression russe a quelque peu changé de direction. En termes de management, c'est un peu en cela que son propos me conforte à dire que l'idée selon laquelle l'Ukraine est un pays démocratique, comme on aimerait nous faire entendre, est quelque peu déplacée. Et face à cela, si la voix la plus autorisée vient nous rappeler qu'il continue à avoir des malversations financières dans ce pays-là, il continue à avoir des comportements qui entachent, n'est-ce pas, l'évolution de ce pays, parce que les orientations de leurs dirigeants ne mènent pas vers une quelconque indépendance de ce pays-là. Cela me permet de dire tout simplement que le maire de Kiev constate, comme nous, que le président ukrainien est quelque peu une marionnette, dans la mesure où il va là où les États-Unis ont bien voulu l'entraîner, et bien sûr avec le partage de la communauté internationale. Et c'est pourquoi il retourne aujourd'hui en Ukraine avec quelques brisbilles en termes de biscuits. Au niveau de son dernier voyage, je pense qu'il y a 2 jours, il était aux États-Unis pour solliciter l'aide, pour montrer son engouement, son aura internationale, comme il avait eu au début de la guerre, en se baladant en tenue de treillis. Il continue d'ailleurs de le faire. Au niveau des États-Unis, il a sollicité l'aide qui était suspendue. Il a allé supplier les États-Unis, son président Joe Biden, de continuer à l'aider, de ne pas le lâcher en si bon chemin. Il n'est pas retourné de là avec une quelconque réponse positive. Rendu au niveau de la communauté européenne, on le promet, mais c'est bloqué. Mais on lui donne quand même un petit biscuit, c'est-à-dire lui dire que l'adhésion de l'Ukraine au niveau soit de l'OTAN ou je sais plus, soit de l'OTAN, soit de l'Union européenne, est en voie de négociation. Et donc vous voyez que soit il ne reçoit pas l'argent, mais il reçoit une promesse. Une promesse, et il va rentrer avec cela et raconter à son peuple que je me suis déplacé, je n'ai pas pu avoir les moyens, c'est en promesse, c'est en cours, c'est en voie d'arriver.
Mais je suis quand même revenu avec une décision confortante, c'est-à-dire on se rapproche de plus en plus de l'Union européenne, ce qui me ramène au propos que le secrétaire général de l'OTAN a tenu, Stoltenberg. L'objectif est de rapprocher davantage l'Ukraine de la communauté internationale constituée de l'Union européenne, de l'OTAN, des institutions de ce genre-là. Et donc le maire de Kiev ne peut que s'offusquer quand il voit son pays manquer d'indépendance à ce point. Et l'orientation de la guerre, au niveau des généraux, ils ont critiqué l'orientation idéologique de la guerre. Il y a eu du rififi au sein de l'armée ukrainienne. Et donc, il y a lieu de galvaniser les troupes pour continuer à défendre le territoire, mais ce qui n'est pas fait par le leader politique qu'est Volodymyr Zelensky.